Bon les amis, c'est vrai que j'aime bien commencer mes petites vidéos par, vous voyez, des petites introductions sympas où je vous dis par une petite phrase ce que j'ai pensé du chapitre. Mais là je vais pas faire ça, non je vais pas faire ça. Là ce que je vais faire avec ce chapitre, je vais essayer donc de vous donner une réponse par rapport aux critiques que vous m'avez adressées par rapport à ma dernière vidéo. Alors ce que j'aime bien c'est que vous avez très bien compris le système de la discussion, enfin je trouve sur mes commentaires, dans les commentaires c'est ce que j'attends réellement. Vous, pour la plupart, hein, vous me mettez des commentaires, des pavés, donc c'est ce que j'attends. Hein. Mettez-moi des pavés dans lesquels soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est toujours le plus intéressant, voilà, c'est quand on confronte nos différentes opinions. Bon, où est-ce que je veux en venir? Dans la dernière review, je disais que Meliodas avait un défaut, c'est que à force de ne présenter qu'un visage assez terne et assez fade et oui, assez mystérieux, à cause de son passé qu'on ne connaît pas très bien, eh bien il cultivait une certaine inexpression de bas, qui n'évoluait pas vraiment. À chaque fois que Meliodas est dans un combat, j'avais l'impression qu'on ne peut pas vraiment être derrière lui, on ne peut pas le suivre émotionnellement, parce que nous ne nous sentons pas concernés par les enjeux qu'on ne connaît pas, si vous voulez. On ne sait pas pourquoi Meliodas, par exemple, est le péché de la colère, on ne sait pas pourquoi Meliodas, on ne connaît pas vraiment les réelles intentions de Meliodas. Mais c'est vrai que, et ça j'ai pas mal du coup réfléchi avec le dernier live, on en a pas mal discuté, Meliodas, il a quand même un intérêt qui le diffère de tous les autres héros de shonen, c'est qu'il ne se base pas sur le même schéma très cliché en fait du héros qui part de rien du tout et qu'on doit accompagner jusqu'à son objectif final si vous voulez. C'est le cas avec Luffy, c'est le cas avec Naruto, c'est le cas avec plein de héros de shonen. Bon, c'est vrai qu'avec Meliodas, on arrive sur un personnage qui est d'entrée de jeu un monstre, quasiment l'un des personnages les plus puissants, et c'est pas caché du tout que le mec est et a été depuis des années l'un des guerriers et des chevaliers les plus forts de sa génération. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que Meliodas est un personnage original. Mais je maintiens ce que je disais, que ce côté un petit peu mystérieux et du coup cette espèce de prestance, de charisme qu'on voudrait lui attribuer comme ça de facto, eh bien c'est un petit peu un problème parce que même si effectivement les personnages qui fonctionnent sur le mystère de leur passé, de leurs intentions et tout ça, ça peut très bien fonctionner, en tant que personnage principal, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut très vite bifurquer sur d'autres personnages qui sembleraient partager davantage mieux leurs émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, vous savez quoi, hein, je peux être patient et je peux me dire, mais attends, Meliodas, il peut très bien nous révéler des choses plus tard, et là je vais juste, je vais kiffer simplement le combat et le fait qu'on me dise qu'il est puissant, je vais l'admettre, je vais l'accepter. Mais le problème, c'est que ce que je trouve un petit peu à double tranchant, c'est que le fait qu'il cultive un peu ce mystère, et je vais redire un petit peu la même chose que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que il cultive aussi une sorte de côté un petit peu poker face si vous voulez, et on se sent pas concerné, on ne se sent pas concerné quand il est dans un combat, on ne se sent pas sollicité en tant que lecteur. Mais, bon, il est quand même badass, je vais pas vous mentir. Mais ce chapitre, et c'est pour ça que c'est comme ça que je terminerai mon intro, ce chapitre confirme exactement ce que j'ai dit, exactement autant dans le positif que dans le négatif. C'est pourquoi, chers amis, nous allons pouvoir enfin commencer la review du chapitre 172, intitulé donc, alors c'est en anglais, mais le titre je vais vous le traduire, donc c'est To My Former Friends, ce qui veut dire, en gros, en hommage à mes anciens compagnons, ou à la mémoire de mes anciens compagnons, ou voilà, vous voyez un petit peu le délire. Le chapitre était plutôt bon, plutôt concentré en action, c'est du combat, c'est pas non plus quelque chose qui fait avancer l'histoire a priori, mais justement, étonnamment, ce combat-là fait d'une certaine manière un petit peu progresser la narration, l'histoire. Donc on a des éléments de combat, mais on a aussi des éléments de background, et on a aussi des éléments parallèles à l'intrigue avec Gilfrost. J'en parlerai, c'est pas trop mal ça, d'ailleurs j'ai bien aimé. En ce qui concerne donc Meliodas, j'ai trouvé qu'il y avait des points positifs et des points négatifs. Comme j'ai vu que pas mal de gens m'avaient retourné un petit peu, m'avaient envoyé des commentaires avec lesquels ils entraient en désaccord avec moi, du coup j'ai un petit peu revu Meliodas comme je l'ai vu en intro, comme j'ai dit en intro, et du coup j'ai essayé, en lisant le chapitre 172, de prendre votre point de vue et de regarder un petit peu Meliodas sous votre œil, sous un petit peu les angles que vous m'aviez un petit peu apportés dans les commentaires de la dernière vidéo. De ce fait là, c'est vrai que j'ai pu voir des points positifs. Les points positifs du combat, alors je vais les prendre du combat, Meliodas spécifiquement et le combat en général. D'abord les points positifs par rapport au combat en général. J'ai trouvé que ce chapitre était bien meilleur que le combat dernier. Parce que dans le dernier combat, dans le chapitre précédent si vous voulez, c'était le même combat, mais dans le chapitre précédent,
on n'avait pas vraiment le sentiment d'un combat, on avait plus simplement le sentiment d'un massacre. On avait d'un côté Dolor qui était là en train d'essayer de faire des trucs chamaniques, enfin chamaniques non, de géants avec ses trucs de pierre, et de l'autre côté Gloxinia qui n'avait même pas eu le temps de respirer, qu'elle s'était déjà fait défoncer. C'est d'ailleurs un procédé scénaristique un petit peu méchant, enfin un petit peu méchant d'ailleurs pour les pauvres commandements qui ne servent que finalement de faire valoir à ce moment-là. Vous savez, quand vous avez Gloxinia dans le chapitre à la toute fin qui avait avec sa petite armure et qui se la fait défoncer en une seconde, c'est évidemment pour mettre en avant Meliodas. Mais là, dans ce chapitre, on a un chapitre qui est vraiment beaucoup plus rythmé, beaucoup plus structuré, voilà. Il y a des choses qui arrivent comme ça, bim, bam, boum, et les rapports de force sont beaucoup plus mieux équilibrés. Par exemple, vous avez Dolor qui revient, il y a Gloxinia qui arrive et qui du coup heal Dolor. Dolor, à un moment, il repasse derrière Meliodas, Meliodas qui riposte, vous avez Gloxinia qui balance un rayon lumineux, Meliodas, on le voit, il y a une page où il est super surpris, donc du coup, je suis content parce que la tension, là, elle est beaucoup plus palpable. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Après, en ce qui concerne Meliodas, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à son propos. Enfin, deux choses, en fait. Deux choses vraiment qui méritaient, en fait, de vraiment être mentionnées. C'est que, bah, déjà, il est extrêmement badass. Ça, je vous l'avoue, c'est vrai qu'il est extrêmement badass. Il est juste instoppable, il est inarrêtable. Et ça contribue un petit peu, effectivement, à montrer que c'est quand même un mec extrêmement puissant. Et je l'avoue, il est impressionnant de ce point de vue-là. Il est vraiment très très impressionnant. Et aussi, troisième point, c'est le fait qu'on a eu une super interaction entre Gloxinia, Dolor et donc Meliodas. Et le fait que Meliodas indique qu'ils ont... Enfin non, c'était Gloxinia qui indique que les trois se sont battus contre le roi des démons il y a très longtemps. Putain, c'est super intéressant. Et du coup, ça nous donne un aperçu de finalement... D'ailleurs non, en fait, ça porte encore plus à la confusion, justement, l'origine des 10 commandements. Qui sont-ils réellement? Ce sont plus vraiment des démons, on peut plus les penser juste comme des démons, parce qu'on voit qu'il y en a un, c'est un ancien, quasiment dieu des géants, dieu créateur, le premier des géants, et l'autre, c'est l'ancien roi des fétaux. Donc what the fuck, sérieusement? Et maintenant, on apprend que ces deux mecs se sont battus avec Meliodas contre le roi des démons. Bon, si vous avez une idée de ce qui aurait pu se passer il y a longtemps, justement, posez-le-moi dans les commentaires, je vous avoue que là, je suis un petit peu confus. Finalement, qui sont de réels démons parmi les commandements qu'on a pu voir? Galan? Ouais, ok, on a pu vraiment voir quel était le rapport aussi à son commandement, si vous voulez, le fait que s'il ment, la personne, la victime, enfin l'adversaire, se transforme en pierre. Là, on voyait le truc. En ce qui concerne Gloxinia et Dolor, ils semblent vraiment être complètement indépendants des commandements, puisqu'ils n'ont pas vraiment de rapport, et d'ailleurs, je ne sais même pas si on sait à quels commandements ils sont reliés. Mais par contre, on a eu une super interaction entre les deux. Meliodas qui dit justement, ouais, Gloxinia, je sais que tu as été trahi par ton peuple et que du coup tu chérissais beaucoup quelque chose, et non, ça n'est pas dit, justement un des points négatifs que j'évoquerai plus tout à l'heure. Et pareil, Dolor, il dit, tu étais quelqu'un de fier, tu étais le plus fort, le plus fier des géants, et mais voilà, tout ça c'est terminé, voilà, c'est une époque révolue et maintenant on est ennemis. Donc ça c'était intéressant. Je parlerai de tout ça un peu plus après parce que pour moi ça équivaut ensuite à un petit peu des éléments négatifs dans le chapitre. Mais d'abord, avant de passer à ça, je vais faire un petit entracte avec Gilfrost. Parce que oui, dans le chapitre, il se passe un truc intéressant. C'est Gilfrost. Gilfrost, c'est un des seuls mages qu'on voit vraiment dans le manga. Rappelez-vous, des mages, on a Merlin, on a Viviane et c'est tout. C'est d'une espèce de... Enfin, pas faction, mais c'est une espèce de type de personnes dans ce manga, dans Nanatsu no Taizai, qui ont été réellement introduits quand, je trouve, Arthur, dans le dernier arc, avait dit en voyant Viviane, ah mais t'es une mage de Lyonesse. Donc du coup c'est vraiment, la magie, enfin les chevaliers sacrés sont vraiment distanciés, différenciés des mages en réalité. Et donc du coup, Gilfrost, lui, serait donc un mage, et un mage qui maîtrise la classe, mais aussi qui maîtrise des sorts un petit peu plus basiques liés à la magie des arcanes, comme par exemple la téléportation, ou je sais pas quoi, toute manipulation en tout genre. Enfin bon, vous voyez, un petit peu, voilà, la magie de base, comme la téléportation par exemple, comme on a pu aussi le voir avec donc Merlin. Alors le gars, moi je pense que il doit être relié évidemment à Gil Thunder, hein, parce que Gil, enfin bon, vous voyez, c'est quand même assez simple, et ça paraît tellement évident en plus que je vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas. En tout cas, ils sont télétransportés en gros dans le château de Lyonesse et ils entendent les combats, les bruits du combat, donc c'est intéressant, ça nous montre encore, on voit d'un autre angle, voilà la puissance, toute la puissance du combat qui se déroule.
Maintenant je vais passer au point négatif, et je vais quand même vous redire un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire que je suis désolé les amis, mais moi je maintiens ce que je dis, dans le sens que le combat est très badass, puissant, impressionnant, mais on ne se sent pas concerné par ce que fout Meliodas. Meliodas à la fin, il a off-screen les deux commandements, c'est même d'ailleurs selon l'angle de la boule de cristal qu'on l'aperçoit, ce qui fait qu'on est vraiment même pas concerné par ce qui s'est passé. Je veux dire, même là, vous pouvez pas le nier, c'est juste écrit comme tel. Nakaba fait en sorte que Meliodas soit tellement plus puissant que les commandements qu'il est one-shot off-screen. C'est-à-dire qu'on les voit ensuite comme une nouvelle interposée, si vous voulez. C'est une information qu'on a interposée de manière un petit peu, vous voyez, on a de manière indirecte, c'est-à-dire via la vision de personnages secondaires. On est là et ah bah non, Meliodas il s'en est déjà, voilà, il a déjà terminé. Et en plus de ça, le vrai problème aussi que je dirais, c'est que on a un début du développement de Dolor et de Gloxinia qui est excellent, mais c'est tout. On a une seule page et c'est fini. On ne sait pas pourquoi, quelles étaient leurs relations, on ne sait pas pourquoi Meliodas c'est terminé, ne veut plus discuter, en gros il veut plus leur parler, c'est terminé, on ne sait pas pourquoi. Et, dernier truc, les petites phrases qu'on a à propos de Gloxinia et de Dolor, c'est des énigmes. On a, si vous voulez, c'est des textes à trous. Enfin bon, ça nous donne de la hype évidemment pour plus tard, parce que j'espère qu'on en apprendra davantage. Mais si vous voulez, Dolor, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il n'a pas pu mener à bien son combat pour l'honneur, pour la fierté, pourquoi Gloxinia a été trahi par son peuple. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait une dissension entre voilà, les trois compagnons qui sont montrés un peu dans le combat, les trois anciens compagnons, Dolor, Gloxinia et Meliodas. On ne sait rien de tout ça, et donc du coup je trouve que le combat est un petit peu trop rapide, et ce sera mon dernier point. Finalement, Meliodas, il les a... Alors après on sait pas, peut-être que c'est un cliffhanger et qu'ils vont encore se relever au chapitre prochain. Mais bon, à chaque fois, Meliodas, il les défonce et on n'a même pas le temps de dire ouf quoi. On est là et c'est déjà tout passé. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que les combats sont un petit peu trop précipités et finalement Meliodas ne nous donne pas le temps de compatir, d'empathir peut-être pour les méchants, puisque c'est peut-être plus les méchants qui ont été mis en avant dans ce chapitre, et d'être sollicité par Meliodas. Si vous voulez, Meliodas, mais moi j'aimerais vraiment être derrière lui dans un combat, pouvoir essayer de me dire qu'il a besoin il a besoin de ma lecture en fait, il a besoin de mon soutien par la lecture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que Meliodas, c'est juste un mec qui est à côté de moi, et finalement, il veut pas me dire, il me dit pas grand chose si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais. Après, évidemment, c'est mon appréciation personnelle, libre à vous de l'aimer ce personnage, et je le déteste pas, bien sûr, il a plein de points très intéressants, je l'avais dit d'ailleurs dans la review précédente. Mais voilà, je continue à dire qu'évidemment là, le combat était meilleur, mais que Meliodas n'est pas encore, ne nous donne pas encore assez d'informations à son propos pour qu'on puisse empathir pour lui, se sentir sollicité par ce personnage. Voilà chers amis, dites-moi votre avis, demandez dans les commentaires de manière courtoise, hein, mais si vous voulez me défoncer, faites-le, mais voilà, toujours de manière polie, et je vous répondrai avec grand plaisir, et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite des événements avec Meliodas et ses deux compagnons s'ils ne sont pas déjà morts. Allez les amis, ciao!